Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors précédemment, on avait cette application qui était une interface graphique et on pouvait donner un temps qu'on voulait convertir. Là, je pouvais dire que je veux convertir 1 minute 30 en secondes et on nous dit on a 90. On pouvait donner 1 heure 30, on nous dit on a 5400. De la même manière, si on mettait du charabia, on avait une erreur, on nous dit impossible de convertir le temps. Maintenant, dans la vidéo précédente, on a eu à créer une version web de la même application. Donc, je viens là, je mets du charabia, on nous dit qu'on a eu un problème. Mais si je mets 1 minute 30, on aura 90. Mais lorsqu'on a terminé, on avait un petit problème. La première application que j'ai eu à vous montrer ici, elle avait été codée en Python. Et voilà, on avait créé cette petite fonction Python. Elle prenait un temps à convertir et elle retournait un entier qui représentait le nombre de secondes. Donc, on pouvait passer le temps au format heure, minute, seconde ou bien minute, seconde. Et nous, on avait eu à rajouter notre petite logique qui permettait de déterminer le nombre de secondes en se basant sur le temps qui a été passé. Lorsqu'on a voulu créer la version web, malheureusement, on ne pouvait pas copier-coller notre code Python. Donc, le code Python qu'on a eu à écrire ici pour l'interface graphique, de même que notre fonction, on ne pouvait pas le copier, on ne pouvait pas faire un copier-coller. Donc, ce qu'on a eu à faire, c'est quoi? Je suis venu ici, j'ai regardé le code de notre fonction et puis on a fait quelques recherches en ligne afin de convertir le code en JavaScript. Donc, le navigateur, il comprend le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc, on ne pouvait pas copier-coller notre code Python, mais si on réussissait à le convertir en JavaScript, tout allait marcher. Donc, c'est ce qu'on a eu à faire. On a converti notre fonction. Et puis, on disait qu'une fois qu'on soumettait le formulaire, on utilisait notre fonction afin de convertir le temps qui a été entré au niveau de notre input. Et puis, on affichait le résultat. En cas de problème, on affichait un problème est survenu. Donc, c'est pourquoi ici, on aura un problème est survenu. Mais si je mets quelque chose de valide, on aura la bonne conversion. Magnifique. Mais et si je vous disais qu'on pouvait réutiliser notre code Python? Donc, venons par exemple ici, on a le fichier index.html. Je vais créer un autre fichier qu'on va appeler, disons, demo.html. Et on va copier tout le code qui est là et le mettre ici. Simplement que je vais enlever toute la partie JavaScript qu'on a eu à rajouter. Donc, si on ouvre le fichier démo, on aura normalement notre formulaire et tout. Mais vu qu'on a enlevé le JavaScript, rien ne va se passer si on met quelque chose, vu que la logique n'est plus présente. Mais imaginez qu'on pouvait venir là, copier le code de notre fonction Python et puis tout va marcher. On va tenter de le faire. Je viens là, je vais coller le code et puis on va rajouter un petit Mitsubishi. Là, pourquoi pas, je vais enlever les commentaires et on va s'intéresser spécifiquement au code de notre fonction. Donc, rappelez-vous, là, c'était des tests qu'on avait rajoutés avec les doc tests. Mais ici, afin d'avoir quelque chose de plus court, je vais les enlever. Et je vais rajouter alerte. Et on va dire qu'on va appeler notre fonction et on va lui donner comme temps 1 minute 30. Donc, on a défini notre fonction, on l'appelle et puis on va afficher le résultat après conversion via notre fonction Python. Je vais rajouter type text/Python. On vient au niveau du navigateur, on actualise, on va ouvrir l'inspecteur. Vous voyez que on n'a pas d'erreur. Je mets 1 minute 30. On valide et mamma mia, ça ne marche pas. Donc, avouez pendant un instant, vous avez cru que ça allait marcher. Donc, on allait faire ceci et puis on avait du code Python, du code JavaScript et bang, en mettant texte Python, ça allait marcher. Désolé, c'était une petite blague. Mais vous allez voir, ce qu'on va faire tout à l'heure ne sera pas complètement différent de ce que j'ai eu à écrire et on pourra exécuter notre code Python au niveau du navigateur. Afin que vous puissiez comprendre ceci, je dois vous parler de WebAssembly. Donc, venons là et regardez au niveau du MDN, Mozilla Developer Network. On nous dit que WebAssembly est un nouveau type de code
qui peut être exécuté au niveau des navigateurs web modernes. Donc, c'est un langage, disons, de bas niveau, un peu comme l'assembleur, avec un format binaire compact qui s'exécute avec une performance qui est quasi similaire que la performance native et qui fournit à des langages comme le C, le C++, le C#, Rust. On peut rajouter Python, une cible de compilation de telle sorte qu'on puisse les exécuter au niveau du web, donc au niveau du navigateur. Le WebAssembly, ce n'est pas un remplaçant du JavaScript. Il a été conçu pour pouvoir s'exécuter, disons, avec le JavaScript, donc permettant aux deux de pouvoir fonctionner ensemble. Donc après, vous pouvez lire ceci pour en apprendre davantage, mais on va faire un petit graphique pour expliquer comment les choses vont marcher. Donc actuellement, nous on a notre code Python et on veut l'exécuter au niveau du navigateur. Malheureusement, on ne peut pas prendre notre code Python et demander à l'exécuter directement au niveau du navigateur. Comme vous l'avez vu, ça n'a pas marché. Au niveau du navigateur, on peut avoir du HTML, on peut avoir du CSS ou bien du JavaScript. Mais ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'on peut avoir également du WebAssembly. Et le WebAssembly, ce qui est cool, c'est quoi? On pourra avoir du code en Python, du code en C, du code en C++ et plein d'autres langages. On a vu également C#, Rust et tout. Et il va nous permettre de prendre le code qui est dans ces langages-là, les compiler en WebAssembly, de telle sorte qu'on puisse avoir quelque chose qu'on pourra exécuter au niveau des navigateurs modernes. Donc, on pourra prendre notre code Python via WebAssembly. On va obtenir du code binaire qui pourra s'exécuter au niveau de notre navigateur. Donc, si vous recherchez en ligne, vous recherchez WebAssembly, et on met C++, vous allez trouver des librairies, des outils que vous pourrez utiliser afin de compiler un code C++ en WebAssembly et puis après on peut l'exécuter au niveau du navigateur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va mettre Python et puis on va rajouter WebAssembly. Et vous voyez la première librairie qui est affichée, c'est Pyodid. Je ne sais pas si on prononce la librairie de cette manière-là, mais elle a près de 7000 likes. Elle va nous permettre de pouvoir compiler du code Python. Elle va nous permettre de pouvoir compiler du code Python en WebAssembly. Donc, on peut regarder la documentation et puis on va nous montrer comment l'utiliser. On nous dit que Pyodid peut être utilisé dans n'importe quel contexte où on souhaite exécuter du code Python au sein d'un navigateur. Moi, je vais cliquer au niveau de la documentation. Magnifique. On peut faire Getting Started et on nous donne un exemple. Vous voyez, on doit charger la librairie qui est là et puis on peut mettre le code qui est ici afin d'exécuter n'importe quel code Python. Donc, le code qu'on veut exécuter, on va le mettre au niveau de Run Python. Par exemple, là, voici le code Python qu'on veut exécuter. Voici un exemple complet avec, disons, la ligne pour importer la librairie. Je vais donc mettre la ligne ici. Après, je vais copier le code au niveau de script. Donc, on prend tout le code qui est là et on pourra le mettre au niveau de script. Je vais commenter ce qu'on a eu à coller qui est en Python et on va garder pour l'instant le Mitsubishi qui est là. Je vais régler les problèmes d'indentation. Désolé, les gars et les go. Donc, on fait ceci et bang. Donc, on a une fonction qui a été définie, qui a pour nom main. On appelle la fonction. Vu qu'on l'appelle, le code qui est là va être exécuté. On a besoin ici de Pyodid et pour le charger, on utilise load Pyodid. J'imagine que la fonction load Pyodid est rendue disponible via le script qui est ici. Donc, on l'utilise pour avoir notre ami Pyodid. Là, je vais mettre const vu qu'on ne modifie pas notre variable. Donc, cette fonction, elle fonctionne de manière asynchrone. C'est pourquoi on a le await pour patienter jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Et si vous avez await au niveau d'une fonction, vous devez obligatoirement définir la fonction comme asynchrone avec async. Donc, vu qu'on a await ici, c'est pourquoi on a async. À cette étape-là, on aura donc Pyodid qui aura été chargé et on peut l'utiliser pour exécuter n'importe quel code Python. Ici, on importe le module 6
et puis on accède à la variable version. À ce niveau, on utilise la fonction Python print afin d'afficher la somme de 1 et de 2. Donc ça va donner 3 et puis on affiche 3 au niveau de la console. Ça va nous donner la version qu'on utilise. Donc si on vient au niveau du navigateur, est-ce que j'ai eu à enregistrer? Oui. Donc on vient là. Vous allez voir, ça va prendre un peu de temps, le temps de charger Pyodid. Mais une fois que c'est fait, on peut voir la version qu'on a, 3.9.5, avec plein d'autres informations. Et on voit 3 qui est affiché, vu que c'est la somme de 1 et de 2. Je peux mettre 10 multiplié par 7 et on aura 70. On va tester. On peut voir que ça prend un peu de temps, mais après on peut voir notre résultat. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? On peut donc copier le code qui est ici, tout le code qui est là. Et on va définir notre fonction. Aussi simplement que ceci. Donc lorsqu'on va exécuter le code qui est là, je ne veux pas faire de console.log. Je veux simplement définir ma fonction, notre fonction Python. Maintenant, on va exécuter un autre code Python pour appeler notre fonction qu'on a eu à définir ici. On va lui demander qu'on veut convertir, disons, 1 minute 30 en secondes. Normalement, ça va nous retourner 90. Donc, tout ceci après exécution, on aura 90, vu que 1 minute 30 fait 90 secondes. Et puis, on va l'afficher au niveau de la console. Pourquoi pas, je vais faire un alerte pour l'afficher dans une boîte de dialogue. Et on peut enlever le code qui est là. Donc, je ne vous avais pas menti. Vous voyez que c'est quasiment le même code. Simplement qu'on a utilisé WebAssembly au travers de la librairie Pyodid. On revient au niveau du navigateur. On croise les doigts. Et mamma mia, on a 90. Ce qui veut dire que bel et bien, tout marche. Donc derrière, le code a été compilé en WebAssembly. Et vu qu'au niveau des navigateurs modernes, on peut exécuter du code WebAssembly, c'est pourquoi tout marche. Donc on a notre code Python qui a été compilé en WebAssembly et puis ça marche au niveau des navigateurs modernes. Donc tout ce qu'il faudra faire, c'est modifier un peu le code de telle sorte que on va convertir ce qui a été entré au niveau de notre input. Pour l'instant, on convertit toujours 1 minute 30, mais nous, on va vouloir récupérer la valeur qui a été entrée au niveau du champ. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est quoi? Je vais récupérer mon formulaire au niveau du DOM via l'identifiant qui est là. JS Conversion Form. Donc, à cette étape, on peut utiliser Document, Get Element by ID, afin de récupérer notre formulaire. Et je vais le mettre au niveau d'une variable, disons Conversion Form. On peut prouver qu'on a bel et bien accès à notre formulaire en faisant un console.log. Je vais commenter, disons, le code qui est là et commenter également tout le Mitsubishi qui est là. Venons au niveau du navigateur et mamma mia, on a bel et bien notre formulaire. Maintenant, je vais vouloir faire quelque chose lorsqu'on va cliquer, lorsqu'on va soumettre le formulaire. Je peux donc venir là et je vais dire au niveau de mon formulaire, on va rajouter un écouteur d'événement pour l'événement Submit. Et si on soumet le formulaire, je vais exécuter le code qui va être au niveau de cette fonction de callback. Donc là, je vais faire un alerte de Toto pour dire que à la soumission du formulaire, on veut afficher Toto. Venons au niveau du navigateur. Regardez l'URL, on clique. On a, disons, on doit remplir, vu qu'au niveau de notre input, on a mis required. Donc, je mets du charabia, je clique et on a Toto. Mais regardez l'URL après, on a un point d'interrogation et puis on a un rechargement. C'est parce que au niveau d'un formulaire, par défaut, on a la méthode get et la méthode get, toutes les informations vont être passées au niveau de l'URL. Donc, si j'avais donné par exemple un nom à mon champ, je l'appelle, disons, Mama. On va enlever méthode get. Vous allez voir, on va soumettre le formulaire. On aura ici au niveau de l'URL, Mama égale, et puis la valeur qu'on a eu entrée qui est DD. Donc, les informations qui ont été entrées vont être passées via l'URL. De la même manière, on pouvait utiliser la méthode post et puis on peut indiquer, disons, une action également en disant qu'à la soumission du formulaire,
on veut faire une requête de type post vers Google. Vous allez voir maintenant, on ne va plus passer les informations au niveau de l'URL, vu qu'on a mis méthode post, et on va faire une requête de type post vers Google. Donc, premièrement, il va afficher, disons, Toto, mais après, il va faire la requête. Et vous voyez, on a fait une requête post vers Google, et puis on nous dit qu'on ne peut pas le faire. Donc, nous, on ne veut pas faire de requête. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais enlever d'abord tout ceci. On va enlever name mama. Et tout ce qu'on va faire, on va récupérer l'événement et on va dire, on ne veut pas faire ce qui est fait par défaut. Donc, ce qui est fait par défaut, c'est de faire la requête de type post ou bien de type get. On ne veut rien faire. Donc, annule ce que tu fais par défaut. Vous allez voir, maintenant, il ne va plus rajouter le point d'interrogation. Donc, on a Toto, mais on n'a plus le point d'interrogation, vu qu'on a mis le prevent default, afin de dire annule ce que tu fais par défaut. Donc, si on avait méthode post, et puis action, c'était encore, disons, google.com. Vous allez voir cette fois-ci, à cause du Mitsubishi qui est là, on n'aura plus de requête vers Google, vu qu'on a annulé ce qui est fait par défaut. Magnifique. Maintenant qu'on a expliqué le event.prevent_default, on peut rajouter maintenant le code qu'on veut exécuter à la soumission de notre formulaire. Nous, on veut récupérer la valeur qui a été entrée. On va la passer à notre fonction et puis on va afficher le résultat. Donc, pour récupérer la valeur qui a été entrée au niveau de notre input, vu que c'est le seul input au niveau de notre formulaire, ça va être simple. Je peux dire au niveau de mon formulaire, je veux rechercher un input et récupérer sa valeur. On sait qu'on aura un seul input qui est l'input qui est là et on prend la valeur, donc ce qui aura été entré au niveau, de notre input. On va faire un alerte afin de prouver qu'on a bel et bien la valeur. Donc, je mets du charabia, on a la valeur. Donc, si je mets 1 minute 30, on aura 1 minute 30. On peut donc mettre cette valeur au niveau d'une variable qu'on va appeler time. Il va falloir maintenant prendre la valeur et la passer à notre fonction. Donc, premièrement, on va définir notre fonction. Je vais couper le code et puis le mettre à l'intérieur ici. Donc, voilà. On définit notre fonction en Python en exécutant le code Python qui est là via PyOdid, ce qui va faire que notre fonction aura été créée et je vais modifier légèrement notre fonction. Actuellement, elle retourne un entier, mais dans le cas où on passe du charabia, on aura une erreur. Essayons de le prouver, c'est plutôt ici. Donc, voici notre fonction, convert time in second. Je vais l'exécuter en faisant un print pour dire on va appeler notre fonction et puis on va lui donner 1 minute 30 comme valeur. Je vais exécuter le code Python au niveau de mon éditeur. Je peux faire CTRL B. Donc, j'ai déjà un build système pour Python qui me permet d'exécuter le code. Mais vous voyez, si je donne 1 minute 30, on a bel et bien la valeur. Si je mets 1 heure, on aura 3600 secondes. Et bing. Mais si je mets du charabia, on aura une erreur. Vous voyez, on a une exception de type value error. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Je vais dire que on va tenter d'exécuter le code qui est là, mais on sait qu'en cas de problème, on aura une exception de type value error. Si la valeur qui a été passée ici, elle n'est pas bonne, on aura une exception de ce type. Donc, dans ce cas, on va retourner une chaîne de caractères en disant impossible de convertir le temps passé. Ou bien, je vais mettre le temps fourni. Et je vais dire que la fonction retourne maintenant une chaîne de caractères. Ici, on va faire les calculs et retourner la valeur comme une chaîne de caractères également. Ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, c'est une chaîne de caractères formatée en Python, comme on l'avait vu. La valeur qui est là va être calculée et puis remplacée.
Donc, dans le cas où tout se passe bien, on aura par exemple la chaîne de caractères 90 secondes qui va être retournée. Mais en cas de problème, on aura impossible de convertir le temps fourni. Si on le veut, on peut même mettre quelque chose de plus cool. On va afficher le temps qui a été passé. On va mettre une flèche pour dire par exemple 1 minute 30 correspond à 90 secondes. Et là, on peut dire impossible de convertir le temps fourni. Et on va mettre le temps qui a été fourni entre cotes et ça va être time string. Donc, si le temps qui a été passé, c'est SSS, on va dire impossible de convertir le temps fourni qui est SSS. Donc, regardez maintenant, je mets du charabia. On va nous dire impossible de convertir le temps fourni, vu qu'on a eu une exception et puis on a retourné la chaîne de caractères qui est là. Mais si je mets quelque chose de bon, on n'aura aucun problème. Et on va retenir une chaîne de caractères avec 1 minute 30 correspond à 90 secondes, comme on peut le voir. Bon, là, il rajoute des Mitsubishi, vu que on modifiait notre chaîne de caractères. Donc, pour l'instant, je vais juste enlever ceci et puis on va garder simplement le résultat. Magnifique. Donc, je vais copier la nouvelle fonction qui est là. On va faire CTRL Z pour revenir à ce qu'on avait au départ. Je veux modifier ma fonction qui est ici. Donc, on va dire, elle retourne une chaîne de caractères et puis on va coller le code nouvellement écrit. Donc, je vais faire tabulation et magnifique. Donc, on a maintenant une nouvelle fonction Python qui retourne toujours une chaîne de caractères et on aura soit la conversion ou bien le message impossible. Et voilà, on a terminé normalement. Regardez, vu que là, on a défini notre fonction, on peut donc l'appeler, la fonction qui est ici. Et la valeur, ça va être quoi? La valeur, ça va être le temps qu'on a récupéré via notre input. Donc, le temps qui a été entré ici. Et vu que ça, c'est du JavaScript à ce niveau-là, si je veux mettre le temps, un moyen simple, c'est d'utiliser les backticks. Et en JavaScript, ça me permet de mettre du code dynamiquement. Mais bien avant, je vais faire l'interpolation de la variable time, vu que c'est la valeur de cette variable que je veux passer. Donc, si on récupère la valeur au niveau de notre input et qu'on a 1 minute 30, ben, c'est ce qu'on va passer ici. Ce qui veut dire qu'au final, le code qui va être exécuté va ressembler à ceci. Notre ami Pyodid va exécuter le code Python vu que le code a été compilé, vu que le code va être compilé en WebAssembly, tout va marcher. Après exécution du code, ça va nous retourner une chaîne de caractères qui va être par exemple 90 secondes de cette manière-là, ou bien possible de convertir le temps fourni. Donc, dépendamment de ce qui aura été passé. Là, je vais mettre le temps fourni tout simplement, vu que TimeString est modifié également. Donc, on va juste mettre le message court qui est ici. Donc, on vient au niveau du navigateur, on actualise, on met du charabia, on nous dit Pyodid n'est pas défini. Désolé, j'ai oublié de le décommenter de nouveau. On va réessayer. On voit qu'il a bel et bien été chargé. Je mets du charabia. Et on nous dit que le nom SKS n'est pas défini. Donc là, je dois mettre des cotes ici. Vu que là, il va le remplacer par la valeur qui est SKS. Mais vu qu'on veut passer ceci comme une chaîne de caractères, on doit mettre les cotes. Donc, il faut mettre les cotes autour de cette manière. On vient là, on réessaie. On patiente, il va charger, magnifique. On met du charabia et vous voyez, impossible de convertir le temps fourni. Mais si je mets 1 minute 30, on valide, on a 90 secondes. Donc encore une fois, pour que ce soit clair, lorsque je vais soumettre le formulaire, le code qui est ici va être exécuté. On ne fait pas ce qui est fait par défaut, donc on va gérer toute la soumission en JavaScript. Nous, on récupère la valeur qui a été entrée, qui est ici 1 heure. On utilise Pyodid afin de définir notre fonction Python et on appelle notre fonction. Maintenant, la valeur, ça va être ce qui a été passé, disons 1h0000. Et on a rajouté les cotes afin de passer ceci comme une chaîne de caractères. Donc, il va donc appeler notre fonction avec la valeur qui est là, 1h00. Tout va bien se passer.
on aura 3600 secondes comme chaîne de caractères qui va être retournée ici. Et on va afficher cette valeur. Donc, on vient là, on valide et on a 3600 secondes. Et c'est le même processus qui va se passer si on met du charabia. Le seul truc, regardez, le temps que Pyodid charge, on ne peut rien faire. Vous voyez, je tente de faire quelque chose, mais ça ne marchait pas jusqu'à ce que notre ami Pyodid ait chargé. Donc, regardez, tant qu'il n'a pas affiché les charabia, je tente de mettre des S, rien ne se passe. Mais après qu'il est chargé, on voit les S. Donc, moi, je vais dire que, pourquoi pas, on va cacher le formulaire tant que Pyodid n'a pas chargé. Et une fois qu'il a chargé, on va afficher le formulaire. Donc, on va remonter. Après le H1, je vais mettre, disons, un paragraphe avec chargement en cours. On vient au niveau du navigateur et on aura chargement en cours. Je vais le centrer. Rappelez-vous, on avait utilisé le framework CSS Tailwind afin de styliser notre page. Je peux mettre Text Center pour centrer le texte. Ce sont des classes utilitaires qui viennent avec Tailwind. Et on va donner un margin top, disons de 10, afin de laisser de l'espace en haut. Maintenant, au niveau de mon formulaire, je vais donner la classe hidden qui va permettre de rajouter display none afin de ne pas l'afficher. Donc, par défaut, notre formulaire n'est pas affiché. Maintenant, si on regarde le code, à cette étape-là, si on vient ici, Pyodid aura été chargé. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Une fois que Pyodid a été chargé, je vais cacher ceci et puis afficher le formulaire. Donc, lui, je vais lui donner un identifiant. Je vais mettre loader. Et je vous ai dit, si j'ai un identifiant que je rajoute pour récupérer l'élément uniquement JavaScript, je vais le préfixer de JS pour dire que c'est un identifiant que j'ai rajouté, non pas pour la stylisation, mais je l'ai rajouté vu que je veux récupérer l'élément JavaScript. Donc, on avait fait la même chose au niveau du formulaire. Donc, on a un identifiant pour notre loader et puis un identifiant pour le formulaire. Je vais donc utiliser document get element by id. On va récupérer JS loader et je vais lui rajouter une classe. Donc en JavaScript, on peut faire classe list et puis rajouter une classe. Moi, je vais rajouter la classe hidden. Donc une fois que Pyodid aura été chargé, on rajoute la classe hidden à notre loader, ce qui va faire qu'il va être caché. Donc regardez ici. On va actualiser, on va inspecter rapidement ceci et vous allez voir, il aura la classe hidden qui va être rajoutée. Magnifique. Donc, une fois que Pyodid a été chargé, on rajoute automatiquement la classe hidden. Et on va faire l'inverse pour le formulaire. Donc, lui, je vais le mettre en haut de cette manière-là. Et on pourra prendre le formulaire, accéder à l'ensemble des classes et on va retirer la classe hidden qu'on avait rajoutée au tout début afin de dire que on veut maintenant afficher notre formulaire. Donc par défaut, le loader est affiché. Une fois que Pyodid a été chargé, on va le cacher. Maintenant, par défaut, le formulaire n'est pas affiché. Une fois que Pyodid a été chargé, on va l'afficher en retirant la classe hidden. Et tout ce que la classe hidden fait, si vous regardez ici, elle rajoute un display none et ça provient de notre ami Tailwind, le framework CSS qu'on utilise. Donc normalement, vous allez voir maintenant, on aura chargement en cours jusqu'à ce que Pyodid ait été chargé. Une fois qu'il a été chargé, le formulaire s'affiche. Et là, tout va marcher de la même manière. On valide, 90 secondes. Je mets 2 minutes à 30. Parfait. Je mets du charabia. Impossible. Donc voilà, les gars et les go, félicitations. Vous avez vu comment exécuter du code Python directement au niveau du navigateur en utilisant un WebAssembly. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Imaginons qu'on ait un jeu en C++. On lui place de le recoder en JavaScript pour l'exécuter au niveau du navigateur, mais on pourra le compiler simplement en WebAssembly et il pourra s'exécuter au niveau du navigateur.
Donc, ça ouvre vraiment ici plein de portes, plein d'opportunités dans ici l'évolution du web. On va s'arrêter là dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer une autre méthode qu'on aurait pu utiliser. Donc, ce ne sera plus du WebAssembly, mais je vais vous montrer une autre méthode qu'on aurait pu utiliser pour réutiliser notre méthode, notre code Python, sans avoir à le convertir en JavaScript comme on l'avait fait ici. Donc là, on a vu comment le réutiliser via du WebAssembly, mais dans la prochaine vidéo, on verra une autre méthode pour réutiliser notre code Python sans avoir à le convertir en JavaScript, toujours au niveau de notre application web. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Croyez-moi, ceci va m'encourager pour les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné également, c'est le moment de le faire. N'oubliez pas d'activer également la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.